Et bien bonjour à tous, moi ça me fait super plaisir de vous accueillir ici, donc à 20 minutes au Carré Champéret. Ce soir on a un invité un peu spécial, Thomas Chauveau, fondateur de MetaFight, à ma gauche. À ma droite, Théo Poisson, comme la semaine dernière, comme j'espère chaque semaine. On verra bien, j'espère aussi. Et pour ma part, c'est Laurent Beignet, rédacteur en chef de 20 minutes. Et puis, pour ceux qui nous suivent sur le Discord, vous savez que c'est moi qui ai la chance de, pour 20 minutes, mener le projet 20 minutes, ce projet de magazine qui sortira le 16 juin, entièrement consacré au Web3 et pour lequel je vois un certain nombre de contributeurs dans le chat, contributeurs qui ont, je crois, acheté des machines. C'est ton cas aussi, Thomas. Tout à fait. T'as une machine? J'ai une machine, elle est très belle et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Donc, j'espère que je vais apprendre des choses ce soir. Alors, j'ai vu sur le chat que les gens sont surtout venus là pour savoir ce que toi t'allais annoncer. Donc, j'espère que t'as des grosses annonces à faire ce soir chez nous. Tout dépendra de tes questions, Laurent. Pas de pression. On va faire ça. Et puis, merci à vous d'être déjà assez nombreux avec nous. Appeler tout le monde. Il va y avoir effectivement, je sais pas s'il y aura des annonces, mais il y aura des choses à gagner. Si vous aimez bien ça, on va faire quelques petites distributions sympas. Il y aura peut-être des choses bizarres qui vont se passer à l'écran pendant ce live. Si vous êtes sur le Discord, vous savez pourquoi. Il y a une énigme en ce moment. Il y aura peut-être des indices et puis il y aura à la toute fin aussi quelques annonces sur le projet 20 minutes pour ceux que ça intéresse. On fera des questions-réponses et puis on a aussi des bonnes nouvelles. Voilà, vous voyez que je suis plus souriant que la semaine dernière où j'étais un petit peu inquiet. Il y a plein de bonnes nouvelles, ça avance bien, donc je serais ravi de partager tout ça avec vous. Mais avant ça, on va parler de MetaFight. Est-ce que tu peux juste, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du projet, nous décrire en quelques mots ce qu'est MetaFight? Eh bien, MetaFight, c'est un projet Web3 autour du MMA qui se divise en 3 grandes parties. Et une partie collectible. Pour les collectionneurs qui veulent avoir des assets spécifiques, donc ils vont pouvoir acheter des packs de cartes et avoir au hasard dans ces packs des cartes MetaFight. Okay. Ensuite, il y a une deuxième entité qui sera plus du gaming, où ces cartes pourront être utilisées dans des ligues pour faire des affrontements directement entre toi et moi, par exemple, ou dans des grands tournois à 64, 128, 256 joueurs. Avec des rewards qui forcément seront plus intéressantes quand on gagne 128 combats d'affilée que quand on gagne un seul. Et puis un dernier élément qui est plus événementiel, qui est un métaverse, dans lequel on a commencé à faire quelques premiers événements, mais j'imagine qu'on y reviendra. Ouais, on va dérouler tout ça, mais moi d'abord, une petite question sur comment tu es arrivé là-dedans. T'es un ancien combattant de MMA? Tout à fait, ça se voit en plus. Non, c'était un grand hasard avec une de mes associées sur une autre société. On a rencontré plusieurs combattants professionnels de MMA, dont Cyril Gane, par exemple, pour ceux qui le connaissent le mieux, et qui s'intéressaient au Web3, parce que le MMA est un endroit où on ne peut pas dire que ce soit les meilleures rémunérations du sport professionnel. D'accord. Et que c'est vrai qu'à moins d'être vraiment dans les 50 premiers au monde, c'est pas forcément facile d'en vivre. Et donc on entendait parler de ça et puis donc avec Julia, mon associé, et d'autres membres de l'équipe actuelle, on s'est posé la question de qu'est-ce que c'était le MMA dans le monde en fait. Est-ce que c'était quelque chose comme en France de très peu connu ou est-ce que c'était plus mis en avant? Et en fait, en faisant cette étude de marché, on s'est rendu compte que ça touchait énormément de foyers. Donc plus d'1 milliard dans les études qu'on a pu retrouver. D'accord. Et on s'est dit il y a peut-être un petit peu plus à faire. On parle d'un sport qui touche 1 milliard de personnes où tout le monde n'est pas bien rémunéré. Est-ce qu'on peut pas créer dans le Web3 quelque chose qui puisse aider à rémunérer les sportifs tout en créant un projet intéressant et un jeu qui puisse être intéressant aussi? Les inspirations, alors je sais pas quand s'est passée cette rencontre, mais les inspirations, c'était Sorare, c'était où? Oui, on peut pas dire que Sorare ne soit pas une inspiration, mais Top Shot aussi, c'est là où on a ces deux entités, quelque chose qui est très booster, très pack, comme plus NBA Top Shot, et un jeu qui soit plus Sorare avec les cartes directement, où l'expérience est plus sur la carte, là où elle est plus sur la découverte de quelle carte on a dans le pack sur la première entité. D'accord. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà des cartes. On peut déjà avoir des cartes? On peut pas encore avoir de cartes. On peut avoir gagné une carte qui va arriver au launch. D'accord. C'est ce qu'on a fait notamment avec Terre Noire, où sur le launchpad, les gens gagnaient une random card. Dom Fighter. Ils ne savent pas encore lequel ils auront, mais le jour du lancement, cette carte se transformera en une carte de combattant. Donc, pour répondre à ta question, oui et non. Ok. Alors, tu me lances, on signale ta beubare, Théo. Tu me lances juste sur le disclaimer qu'il faut qu'on fasse. Vous vous connaissez tous les deux? Tout à fait.
On travaille ensemble depuis décembre. Capsule Corp Labs qui accompagne le partenaire technique de MetaFight, si tu veux en dire. Tout à fait. Pour nous, quand on a réfléchi à où est-ce qu'on allait placer notre jeu, on a d'abord choisi la blockchain Ternoa pour de multiples raisons que vous devez connaître, notamment son aspect peu énergivore, le fait que ce soit français aussi, parce que pour les contacts, c'est assez simple. Même si le télétravail s'est généralisé, il n'empêche que le présentiel est quand même quelque chose d'assez important pour nous. Et puis, assez logiquement, utiliser le labs de la blockchain qu'on utilisait nous semblait être aussi une évidence pour aller le plus vite possible et avoir la plus de sûreté technique, si je peux dire ça comme ça. Et c'est comme ça que la relation a commencé et elle continue d'une très belle manière. Ok, parce que quand on a un projet comme ça de faire un jeu on va parler peut-être de play to earn, j'imagine qu'il y a une logique derrière de gain. Nous, on préfère parler de play and earn. Okay. On veut que les gens puissent jouer, apprécier le jeu et qu'ils puissent gagner de l'argent est une autre chose aussi qui est très importante. Mais on veut que l'expérience soit suffisamment agréable pour que rien que jouer soit déjà agréable en tant que tel. La semaine dernière, avec William Muscus, pour ceux qui étaient là de Tales from the Wild, on parlait d'enjoy and earn. C'est leur thème. Et effectivement, on parlera peut-être de la mécanique de rétribution, qu'elle soit concomitante ou que ce soit l'objectif premier des gens qui viennent. Mais quand vous avez cette idée-là, j'imagine qu'assez vite se pose la question quand même de la technique et de savoir comment on passe d'une envie à un projet qui, dès le début, va être en pressant assez ambitieux. Techniquement, ça doit pas être simple de monter ça. Évidemment, et puis on est dans les tout débuts de toutes ces blockchains, de tout ça, donc il y a beaucoup de questions à se poser. La première fois, tu te retrouves face à les 300 premières blockchains en te disant bon alors déjà où est-ce qu'on va. Il y a ces critères comme je te disais, le fait que ce soit peu énergivore, tout ça qui rentre en compte, et puis au bout d'un moment, il en reste quand même une petite dizaine quoi. Ouais. Et là t'es obligé de te poser certaines questions, donc c'est vrai que c'est là où le critère par exemple français est arrivé, des choses comme ça, et puis la rencontre avec Michael Canu aussi, et certaines promesses de mécanique qu'on cherchait, qu'on trouvait pas partout. Et en fait, on s'est rendu compte que Michael, dans sa projection sur ce qu'allait être Ternoa dans plusieurs années, cochait la case de pas mal de ces mécaniques, notamment la location de NFT, qui est quelque chose qui est aujourd'hui assez complexe sur Ethereum ou sur Matic, et qui était dans la roadmap dès le début de la création de Ternoa. Et ça fait partie des leviers qui nous ont forcément intéressés. Bon, allez, on repart à la base. On a bientôt nos packs. Qu'est-ce qu'on fait avec? Déjà, vous pouvez choisir de les ouvrir ou non. On peut revendre les packs scellés comme on revend des packs de Pokémon. Quoi. Exactement, et c'est la référence Pokémon. Quand on voit aujourd'hui le prix que les packs première génération partent, les gens qui les ont gardés précieusement, je pense, sont heureux aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose qui touche aussi la nostalgie de collectionneurs de cartes Pokémon ou Magic. C'est une première étape très importante. Après, bien sûr, tu peux l'ouvrir. Il y a ces tests là où on voit les gamins, est-ce qu'on leur donne le bonbon, est-ce qu'ils le mangent maintenant, ou est-ce qu'ils attendront, et puis ça détermine parce que je crois que c'est pas mal battu en brèche ta capacité demain à t'en sortir dans la vie. Toi, t'es du genre à ouvrir les packs quand tu les as, ou tu gardes des packs scellés? Moi, je fais moitié-moitié. Genre, je vais en ouvrir certains, je vais en garder d'autres, on verra comment. Pas bête. Ok, alors moi je suis curieux. J'ouvre le pack. Ouvre le pack. Pour l'instant, j'en ai pas, mais demain, j'achète un pack, je l'ouvre. Dedans, j'ai quoi? J'ai 20 cartes, c'est ça? 20... Tu as 3 cartes. 3 cartes. 3 cartes dans ce Je m'emballe. Que ça soit le pack le moins cher ou le plus cher, c'est toujours 3 cartes. D'accord, 3 cartes. Ce qui est intéressant, c'est que si tu achètes un pack gold, tu es sûr d'avoir au moins une carte gold. Ok. Si tu achètes un pack silver, tu as au moins une carte silver, etc. Que ça soit du moins cher au plus cher. Et ensuite, c'est du hasard pur. Donc, tu peux très bien, dans ton pack gold, avoir 3 cartes gold. Et là, tu auras gagné ta journée. Et à l'intérieur, tu peux tomber sur 2 typologies de cartes différentes. Ce sont les cartes de combattants ou des cartes qui vont venir renforcer ton combattant. Okay. Dans ces cartes, tu peux avoir les entraîneurs, de l'équipement, des gants par exemple, ou avoir le gant Venom dernière génération fait que ton fighter est meilleur que s'il a le gant un peu abîmé qu'il a eu d'offert dès le début du jeu. On reste dans les règles du MMA, il n'y a pas le gant avec... Il n'y a pas de gants crantés, il n'y a pas de barre de fer, on laisse le catch pour d'autres pour l'instant. Ok, super. Donc, tu as ça, voilà. Tu peux décider d'associer ces éléments que tu les associes de manière indéfinie à ton lutteur ou à ton combattant. Alors, ce sera à chaque combat. Tu pourras choisir d'ajouter de l'équipement, un entraîneur,
une salle, etc. à ton fighter. Et donc, si je prends le cas de Cyril, mais parce que c'est celui le plus connu, donc c'est le plus facile peut-être pour les gens pour se projeter. Et dans le cas de Cyril, si tu as la carte MMA Factory qui est sa gym, et si tu as la carte Fernand Lopez qui est son entraîneur, eh ben Cyril deviendra plus fort. De la même manière, si tu as Wilson Varela et que tu as le Marseille Fight Club, et voilà, ça sera toujours sur cette même mécanique. Ah, ça encourage quand même à connaître aussi les vraies mécaniques derrière le MMA. C'était important pour nous de mêler l'ensemble de l'écosystème, de pas faire un jeu que sur les combattants, parce que un combattant seul n'a pas réellement de valeur entre guillemets. C'est son équipe, c'est là où il s'entraîne, c'est l'équipement qu'il utilise qui fait qu'il va être le combattant qu'il est. Et on voulait mettre ça en avant dans le jeu pour bien faire ce zoom-là sur l'écosystème. Ok. Le combattant est équipé, il est gold. Qu'est-ce qu'on peut lui faire maintenant? Un combat, j'imagine. Alors aujourd'hui, tu pourrais pas lui faire grand-chose parce qu'il faudrait avoir un Proto Fight Pass qu'on fera gagner tout à l'heure pour pouvoir accéder à Proto Fight. Non, il y a deux expériences. On a l'expérience que une partie de notre communauté connaît déjà, qui s'appelle Proto Fight, qui est aujourd'hui un test de l'algorithme de combat. Donc qui est une version extra light, qui est même pas une version de MetaFight, on l'appelle même pas comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle Proto Fight. Mais aujourd'hui, je pose une carte, tu poses une carte et un algorithme de hasard va décider de qui gagne entre nous. Comment va se faire cette décision? D'abord sur le score des cartes. Donc vous pourrez le voir sur les cartes, elles sont plus ou moins fortes, entre 97 et 60, en fonction du nombre de combats gagnés, du nombre de combats dans la vraie vie. Courts. Exactement. Ok. Calé sur la réalité des fighters. Et ensuite, sur le niveau de rareté de la carte. C'est-à-dire qu'une carte bronze a un pourcentage plus faible de gagner qu'une carte gold, et que futurement, une carte légendaire ou unique n'ont pas encore été dévoilées. D'accord, ok. Donc cet algorithme va décider de qui sort vainqueur du combat. Exactement. Et qu'est-ce que tu obtiens si tu sors vainqueur du combat, du coup? Selon les ligues dans lesquelles tu joues, tu vas avoir, dans tous les cas, des points. Ils sont ajoutés dans un classement, et j'y reviendrai après. Et dans les ligues les plus compliquées, des NFT à gagner dès la fin de la ligue. Ça, c'était une première étape. Donc, sur des ligues à 256 joueurs, par exemple, il y aura directement des NFT pour cette ligue-là à gagner. Il y a des ligues qui ont des durées différentes, c'est-à-dire que tu peux avoir une ligue où tu t'inscris pour 6 heures, parce que ton combattant est parisien, il part se battre à Lyon, donc il part pas très longtemps. Et par contre, tu as des ligues qui vont peut-être durer une semaine ou deux, parce que là, c'est à Honolulu. Donc, ils prennent l'avion, qui se décalent, qui remettent des décalages horaires. Il y a une sorte de cooldown, comme quand vous faites n'importe quoi sur le chat. et qu'Hélène, que je n'ai pas salué, salut Hélène, qui réalise ce live, vous banne. C'est exactement ça. Et puis, il y a aussi ce cooldown sur les fighters quand ils viennent de finir un combat. C'est-à-dire que, ils se sont battus, ils sont fatigués. Donc, tu ne peux pas directement les remettre en jeu. Donc, tu auras toute une stratégie à mettre en place pour arriver à ce classement. Pour calculer, est-ce qu'il vaut mieux faire une ligue d'une semaine où si je suis premier, je vais gagner beaucoup plus de points que si je me bats tous les jours avec mes fighters sur la ligue une journée. Et si je suis dernier, j'aurais perdu une semaine de mon combattant et j'aurais peut-être que 5 points. Pas mal. Et ce classement, il rapportera des NFT aux gens toutes les semaines, puis tous les mois. Donc on aura un classement weekly et un classement monthly. Bon, chouette. Théo, toi, t'as déjà des packs? Non, t'as pas de. Alors moi, j'ai des packs. J'ai des test cards pour jouer à Proto Fight. Ouais. Et ça me fait penser. Tu parles du jouer. Évidemment, je vais me tourner vers toi. Ça donne quoi? C'est très chouette. Je suis surpris d'ailleurs de la vitesse, parce qu'il y a une ligue instantanée qui me plaît beaucoup parce que tu as le résultat très vite. Donc, surtout pour quand c'est le début, on a envie de faire plein de combats, de voir comment ça se passe. J'ai gagné mon premier combat. Et 5 points. Donc, attention, j'attaque le leaderboard. Et quoi, il y a des rounds? C'est comme 3, 5 rounds? Alors, la ligue instantanée, c'est juste 2 joueurs. Donc, tu attends que quelqu'un d'autre dépose sa carte pour jouer contre toi. Exactement. Et je disais que j'étais surpris parce que ça se passe très très vite en fait. On est peu au final à avoir d'accès. Vous êtes à fond. Et ça vient, c'est clair. On se rend compte, c'est ça. On est une cinquantaine là depuis hier, et il y a du jeu constamment. J'ai mis 3 cartes aujourd'hui et 3 dans les moins de 5 minutes. J'avais un combattant qui venait affronter les cartes, donc on est content de ça pour un proto fight pour l'instant fermé à 50 personnes. 3 cartes chacun, ça joue plutôt bien. En tout cas, il y a des gens qui jouent le jeu. On en parle du classement MDR, je vois Matt CR7 parce que il est assez bien placé, il me semble, dans ce classement. Ah, parce que Matt CR785, t'as toi aussi de quoi jouer.
Les possesseurs de pass Gold, c'est ça. Et Silver. Okay. De pass Gold maintenant depuis 8 jours et de Silver depuis hier soir. Ok, bon bah j'ai du retard sur tout ça, mais il faut que... J'ai déjà mis des branlées à Alan. Ouais, ça se vanne bien. Okay. Donc Alan Bodo, qui est un combattant UFC, qui est en interne chez nous pour nous conseiller sur les mécaniques, sur les choses qu'on pourrait faire qui ne seraient pas complètement fidèles au MMA. Donc chaque fois que les game designers avancent sur des règles de jeu ou quoi que ce soit, les présentent à Alan et Alan nous dit oui, alors ça s'est jamais fait, donc ça sera peut-être mal vu enfin voilà. Une des questions que je me posais, parce que en faisant le parallèle avec Sorare, il y a immédiatement des petites mécaniques qui viennent en tête, et c'est de se dire mais combien il y a de fighters dans la vraie vie, et du coup combien on peut imaginer avoir de concurrents. J'imagine que vous les avez pas tous sous licence, peut-être qu'il faut d'ailleurs faire des négos à la différence des négos individuels, à la différence de ce qui se passe dans certains sports. Il y a beaucoup de négos individuels, c'est pas du tout professionnalisé de la même manière. Par exemple, la gestion des droits d'image, toutes les ligues ne les ont pas. Sorare a par exemple signé avec la Liga pour avoir l'ensemble des clubs de foot de Liga. Nous, si demain on faisait ça avec certaines ligues, ces droits d'auteur, ces droits d'image, n'existent même pas, c'est même pas évoqué, ils ne les connaissent pas. Donc même l'UFC par exemple, aller sur alors l'UFC c'est un peu plus spécifique parce que c'est la Ligue des champions du MMA, donc eux c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus organisé. Mais on ne veut pas faire un jeu qui soit uniquement Ligue des champions. On veut vraiment toucher tous les bords, donc avoir autant des Cyril qui sont classés dans le top 10 que d'avoir des gens que personne ne connaît encore, qui ne sont même pas classés dans Fight Matrix, qui est on va dire l'ATP du MMA, parce qu'on veut jouer le jeu du rookie à fond. Toute personne qui a fait un combat professionnel de MMA peut venir sur Metaverse. Ok, et alors donc vous les identifiez et vous leur proposez et on a des commerciaux et des apporteurs d'affaires qui parlent un peu toutes les langues, qui sont un peu partout dans le monde et qui se baladent de gym en gym pour aller chercher des combattants. Avec à chaque fois du droit local à respecter, ou tu peux quand même avoir des... C'est oui, avec à chaque fois de l'adaptation. C'est mon associé est ancienne avocate en propriété intellectuelle et en nouvelle tech. Et je pense que si on n'avait pas cette force à l'intérieur de MetaFight, on serait allé beaucoup moins vite. D'accord. Et j'imagine qu'il faut aussi avoir un peu de cash pour pouvoir... Si tout ça, on sait que sur Sorare, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, avec la première ligue qui est l'enjeu pour eux, un peu l'équivalent, je pense, de l'UFC, et qui ne se laisse pas compter, exactement, qui ne se laisse pas séduire comme ça, quoi. Il y a forcément des gens qui sont plus gourmands en fonction du salaire qu'ils ont déjà. Après, comme je te disais tout à l'heure, c'est aussi un sport qui paye mal, entre guillemets. Ah ouais. Et il y a aussi ce fait-là, en fait, c'est que bien même des gens qui ont des ceintures dans la 3 ou 4e ligue mondiale touchent 500 € par combat. Donc forcément, comparé à des joueurs de Ligue 2 qui sont à 15 ou 20 000 € par mois, c'est compliqué. Enfin, c'est pas comme le foot, quoi. Ouais. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes. Déjà, de leur proposer une source de revenus, ils sont à l'écoute. Ok. N'hésitez pas à poser des questions, même des questions sur le POAP. Non, tu l'as pas raté, WBenji. Il n'y a pas de POAP aujourd'hui. Il y aura d'autres trucs. Faut pas être trop prévisible, les POAP. En tout cas, j'ai vu qu'ils avaient bien marché. Pour la petite histoire, il y a eu plus de POAP à la dernière émission que de viewers. Il y a les petits coquins qui ont fait passer qui ont dû faire des captures d'écran et les ont partagés. Mais on s'éloigne un petit peu du sujet qui nous réunit. Moi, j'ai encore pas mal de questions. On reviendra peut-être sur les mécaniques de Play to Earn. Mais tu nous as annoncé 3 volets et du coup, depuis tout à l'heure, ça trotte dans ma tête. Qu'est-ce que vous faites dans le métavers? Dans un des métavers Écoute, on étudie pour vraiment s'implanter un peu partout. Et notre première action a été dans Alt Space VR, choisi en lien aussi avec Ternoa, au sens où si vous avez déjà des wallets Ternoa, vous pouvez voir dans votre menu que vous pouvez associer votre wallet Ternoa à votre compte Alt Space VR. Je ne sais pas encore si Ternoa a communiqué sur le sujet, donc je vous laisse découvrir ce que ça fera plus tard. Donc c'est pour ça le choix de Alt Space VR, donc le métaverse de Microsoft. Et dans lequel on a fait une première mondiale qui était la diffusion en broadcast live d'un combat de MMA, même d'une soirée de combat, puisqu'il y en a eu 12, dans le métaverse, donc Altspace VR. Alors, elle se passait où cette soirée de combat? Elle était Donc elle était à Paris, au Dôme de Paris. C'était c'était Ares 6, donc la plus grande ligue française et une des plus grandes ligues au monde. Qui nous donnait les droits de diffuser sur des écrans géants à l'intérieur de notre métaverse l'intégralité des combats.
donc qui n'était diffusé en totalité que sur l'UFC Fight Pass ailleurs que chez nous, et à partir de 23h pour la main card sur l'équipe. Donc ce qui nous a permis aussi de participer à notre à ce qu'on a pu aux 1,3 million de spectateurs cumulés d'Ares, qui était donc un record pour le MMA en France. Toi, tu l'as vécu dans le métavers ou t'étais Moi, je faisais les deux un peu. J'étais à la fois dans la salle et puis je repassais chercher mon sac pour mettre le casque et aller voir avec les un de temps en temps. Voilà, avec un Oculus, tout à fait. Donc, tu pouvais y accéder par Oculus, mais aussi sur PC ou Mac, comme sur un FPS classique, clavier souris. Avec les WSD là autour. Exactement, mais bien sûr que je conseille l'Oculus ou un autre casque. D'ailleurs, je suis pas pro Oculus, mais ça marche avec d'autres casques et l'expérience est plus immersive évidemment. Tu étais dans la salle, tu voyais d'autres personnes qui, comme toi, regardent le match. Exactement. Et quand tu regardais, c'était quoi? Il y avait un octogone et au-dessus des écrans, et c'était sur les écrans. C'est ça, il y avait les écrans au-dessus, et puis il y avait une petite salle de diffusion aussi, parce que au bout d'un moment d'avoir la tête comme ça avec l'Oculus, ça tape un peu. Donc on avait fait une petite salle où c'était plus en face et l'écran était un peu plus grand, pour que les gens puissent choisir leur expérience. Et puis surtout, l'expérience principale de tout ça était de pouvoir communiquer en live avec les autres participants. Et donc, je suis à Bordeaux, Théo est à Paris, et on se dit, on aimerait bien voir ce combat ensemble. On va dans le métaverse, on peut communiquer directement, et sans être au téléphone, et surtout en pouvant le faire à 10, 15, 20, 30 dans l'expérience. Jusqu'à quoi? Jusqu'à 50, c'est ça? Jusqu'à 50 par room, mais illimité après en nombre de rooms. C'est quoi l'intérêt pour vous, en fait? Parce que j'imagine c'est coûteux. Vous allez négocier des droits de diff. Vous n'êtes pas forcément attendu là-dessus. C'est vrai. Alors après, c'est vrai que ça fait de vous des pionniers. Moi, quand j'ai vu ça d'assez loin, mais j'ai dit, ah bon, mais c'est fou. Vous, la logique derrière, c'est de faire parler de vous, j'imagine, mais... Il y a une logique, bien sûr, que de communication, mais la logique à la base qu'on a décidé de partir aussi sur cette branche-là, c'était de dire on veut proposer plus qu'un jeu, plus qu'un trading card game, et avoir des expériences un petit peu à droite à gauche. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'on sponsorise Ares. Il y a le logo MetaFight à l'intérieur de la cage de la Ligue française, et il va y avoir beaucoup de petites expériences événementielles comme ça qu'on va essayer de mettre en place au fur et à mesure du temps, parce qu'on veut aller plus loin que juste un jeu. Et on veut pouvoir faire de l'événementiel autour, métaverse et non métaverse. WBenji propose du popcorn en NFT. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai, tout à fait. Et on demande aussi si ça va continuer. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Res 7 ou 8 dans le métavers MetaFight? Donc c'était ça, une des annonces peut-être qu'on peut faire. Oui, tout à fait, Res 7 sera dans le métaverse MetaFight le mois prochain. Super. Génial. On est très très content que ça continue. C'est aussi une preuve que ça a plutôt bien marché la première fois. Donc on est ravis de cette collaboration et on voit aucun intérêt de l'arrêter. Au contraire, c'est les premiers pas pour le MMA dans le métaverse au monde. On est très content de l'avoir fait avant l'UFC. Et donc il n'y a aucune raison de pas continuer. Et qui peut y aller du coup? Il faut un Gold Pass. Aujourd'hui c'est totalement libre. Je dis pas que si on continue ça le sera toujours, mais en tout cas pour l'instant ça l'est. Ok, bon. On t'attend Laurent avec plaisir, avec ton Oculus la prochaine fois. Avec grand plaisir. J'ai pas d'Oculus, c'est Théo qui devait m'en offrir un, mais... J'ai un problème de livraison, Laurent. Pour mes 42 ans, le 10 mai. J'ai oublié de me souhaiter. Toute la communauté va t'envoyer. Donc oui, le prochain sera encore gratuit vraisemblablement, si j'ai bien compris, le nom de notre fan Julia. Et la firme. La firme, Julia, parce que Julia, qui est ton sûr. associé avec qui donc vous avez créé Tout à fait. MetaFight et qu'on salue. J'aimerais revenir rapidement sur le fait de signer en direct avec les fighters. Je trouve ça hyper intéressant aussi de générer du revenu réel pour eux. Est-ce que tu peux dire combien vous avez de fighters aujourd'hui qui ont signé avec MetaFight? Aujourd'hui, on a officiellement 200 fighters où tout est complet. 200. Et on en a 150 qui sont en cours. Parce que très étonnamment, on a rencontré des difficultés qu'on n'avait pas imaginées. Par exemple, le fait que certains fighters n'ont pas d'adresse mail. Et donc je pense que c'est un truc qui arrive un petit peu moins dans le football, mais c'est vrai que quand un fighter dit oui, je suis d'accord pour tout, mais n'a pas d'adresse mail, et ben faut l'aider à créer une adresse mail parce qu'on lui fait signer des documents par DocuSign, donc parce qu'on n'est pas forcément présentiel avec eux. Là c'est l'onboarding, mais c'est pas sur le MetaMask. Quoi. Exactement, c'est ça. Donc on était en train de leur dire on va vous redonner les revenus directement par wallet, et ils répondent moi j'ai pas d'adresse mail, comment on fait?
Donc il y a toute une partie aussi qui prend un peu plus de temps que prévu. Donc ces 150 supplémentaires sont des gens qui ont dit oui, mais avec qui on est en train de finaliser les papiers, les photos aussi, voir des photos qualitatives. Les clubs de foot le font en début de saison, de prendre tous les clubs de MMA malheureusement. Donc parce que là vous harmonisez les présentations. Exactement, on veut que les cartes soient sensiblement pareilles. Donc on a un head of photographie qui est chargé de soit aller faire les shootings, soit d'en organiser, parce que quand c'est dans d'autres pays, ben c'est lui qui va faire le brief au photographe qui va aller faire les shootings pour vraiment avoir le même rendu sur les cartes, en tout cas le rendu le plus proche possible. Ils doivent être fous les tout jeunes, les rookies dont tu parlais, de se dire que une fois leur premier combat passé, ils atteignent cette espèce de notoriété, en tout cas. Enfin, je trouve que l'expérience est géniale. C'est comme avoir sa tête dans un panini alors que t'es juste sorti du centre de formation, quoi. C'est ça. Pour tout te dire, on a même des fighters, alors que je compte pas dans ceux-là, mais qu'on a fait signer quand on était dans certaines salles qui sont même pas encore professionnelles, qui ont jamais fait leur premier combat. On leur a dit, écoutez, si un jour vous le faites, vous aurez votre carte dans MetaFight. Donc on a pris leurs photos, leurs cartes sont prêtes, elles ne sortent pas tant qu'il n'y a pas de premier combat pro, peut-être qu'il n'y en aura jamais, qu'elles sortiront jamais. Quitte à être sur place, qu'ils soient là, et ben on les a fait passer devant l'objectif et les équipes design ont fait leurs cartes, elles sont prêtes. Donc à tous ces fighters là, je pense que vous reconnaîtrez. On attend vite que vous fassiez vos premiers combats pour que vous soyez dans MetaFight. S'il y en a là, n'hésitez pas à envoyer les coordonnées. Il y a W Benji, toujours lui qu'on salue, qui demande si vous pensez vous diversifier dans d'autres sports, fort de cette première expérience-là. Quand on met un premier pied dans le Web3 et dans tout ça, évidemment qu'on y pense. Après, on va se concentrer sur MetaFight déjà aujourd'hui, et puis on verra où tout ça nous mène. Mais évidemment qu'on l'a en tête, forcément. Et je sais pas si tu as eu l'occasion de voir aussi, mais on commence à avoir des premières cartes qui sont les cartes guest. Donc c'est des combattants qui viennent de d'autres sports justement, et qui viennent en tant que guest dans le jeu. Donc on a Jérôme Le Banner par exemple, qui vient du K1, qui fait son deuxième ou premier combat de MMA là, le 4 juin. On a Cyril Benzaken aussi également. Et puis il va y en avoir d'autres, exactement. Il va y en avoir d'autres d'annoncés très prochainement. Et c'est vrai que cette partie guest pourrait être un jour un pont vers d'autres sports, mais on va déjà se concentrer sur le MMA qui est très très large. Et l'inverse, parce que moi je suis peut-être négatif, mais t'as pas peur qu'un géant, un Dapper Labs, un Sorar vienne te tailler des croupières en venant sur le domaine du MMA, qui vu de l'extérieur, moi, tu vois, je pensais pas que c'était un sport où il y avait peu d'argent. Je pensais plutôt, vu de l'exposition, notamment sur les publics les plus jeunes. C'est pas forcément un sport où il y a peu d'argent. Il y a de l'argent, mais mal distribué. Voilà, c'est ça. Okay. Et du coup, là, on a vu que Sora avait annoncé, je crois, la ligue de baseball. Tout à fait. On sait que Dapper Labs a dû signer une partie de contrat avec la première ligue. On ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire avec, mais voilà. Alors, Dapper Labs est déjà sur le MMA, puisqu'ils travaillent avec l'UFC. Ils ont un projet qui s'appelle UFC Strike, mais qui est un projet de moment, comme ce qu'il y avait pour NBA Top Shot, en fait, de petites vidéos. Donc, moi, je trouve ça positif. Ça montre que la discipline veut se mettre dans le Web3, veut faire tout ça. Et aujourd'hui, le gâteau est tellement grand que je vois pas du tout ça comme des concurrents. On fait un trading card game, ils vendent des moments vidéo. Pour moi, ça se complète plus que ça se met en concurrence. Et pour revenir sur ta question, aujourd'hui, je pense qu'il y a assez de sports pour que on ait tous une grande partie à se partager, et donc non, c'est pas forcément quelque chose qui m'inquiète, d'autant plus qu'aujourd'hui, même s'ils arrivaient, il y a 350 fighters qui sont chez nous et qui ne l'auront pas. Donc, non, mais c'est le trésor de la boutique, quoi. Exactement. Je pense que le vrai nerf de la guerre, que ça soit pour Sorar, que ça soit pour tous cette typologie de jeu, c'est la licence avant même la tech. Si t'as la tech et que t'as aucun fighter, ton jeu, il y a pas de carte. Donc voilà. Si t'as toutes les licences et que t'as pas de tech, t'as pas de carte non plus, on est d'accord, mais t'as toujours une possibilité d'aller à droite, à gauche, trouver des solutions. Sans licence, t'avances pas. Et au niveau de la rémunération des combattants, est-ce que c'est en crypto ? Est-ce que ça va du coup amener ces gens-là dans le Web3, ou vous faites les deux, ou comment ça se passe ? Parce que j'imagine que ça peut être compliqué s'ils n'ont même pas d'adresse email. Aujourd'hui, on a un service qui va être en charge de les aider à comprendre ce qu'est un wallet de crypto-monnaie. Ils seront payés en crypto-monnaie.
vraisemblablement en caps, puisqu'on est sur la blockchain Ternoa et qu'on veut maximiser tout ça. Donc, ils ont un tutoriel à chaque fois qu'ils reçoivent nos contrats, nos différents papiers. Ils reçoivent aussi un tutoriel pour créer un wallet Ternoa, nous envoyer leur adresse sur des formes et ils seront rémunérés lorsque ce sera prêt exactement dans Ternoa, mais directement à l'achat des cartes. C'est-à-dire que sûrement qu'au début ça se passera pas exactement comme ça les quelques premiers mois afin de bien tout cadrer, mais au bout d'un moment quand on sera sûr à 100%, quand quelqu'un achètera une carte, la rémunération ne passera même plus par MetaFight, ira directement au fighter, à son agent, à sa gym, parce que on ne rémunère pas que les fighters, on rémunère aussi une partie de leurs équipes selon qui c'est qui nous a présenté le fighter. Ok. Alors, j'en ai pas, je me rappelle plus si on en a parlé, mais il y a une marketplace, une place où on peut revendre ensuite. Tout à fait, bien sûr. C'est une évidence, mais voilà. Et peut-être aussi d'ailleurs des fees sur les reventes, ou c'est comme pour d'autres, pour l'instant il n'y a pas. Il y aura des fees sur les reventes en effet, pour des raisons assez simples. Quand on explique le cooldown et quand on explique ça, on ne veut pas forcément que les gens puissent, ou en tout cas, voilà, revendre toute la journée et prendre de l'avance sur les autres. Donc il faut qu'il y ait aussi un facteur qui les handicape si jamais ils font ça par rapport aux autres utilisateurs qui n'utilisent que leurs cartes. Et ces fees seront redistribués de la même manière aussi aux fighters, etc. Lors de ces achats. Et si je peux préciser, n'essayez même pas parce que le cooldown est géré au niveau du NFT. Donc si vous achetez un NFT qui a un cooldown, il y aura toujours le cooldown même s'il a changé de propriétaire sur le site. On rappelle pour ceux qui arrivent là que le cooldown il est lié au fait que vous avez par exemple un tournoi qui était loin et c'est le temps de revenir. Vous avez peut-être aussi de la fatigue chez le combattant et donc il faut pas qu'il recombatte de suite. On sait que dans la vraie vie, ils en font quand même 3-4. Je suis pas expert, mais je pense pas qu'ils fassent des combats toutes les 2 semaines. C'est très rare d'arriver à 4 par an. C'est partie des maximums. Ok. Alors, il y avait une remarque tout à l'heure, il a remonté, désolé, j'étais un peu lent, mais qui disait que c'était un univers, le MMA, où la crypto jouait un rôle déjà comme partenaire, et donc il y avait peut-être déjà un terrain plus... Tout à fait. On voit par exemple Crypto.com qui est sur les cages de l'UFC depuis 4 ou 5 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui est ancré. Aujourd'hui, il y a des primes en crypto. Crypto.com offre des primes en crypto aux combattants. Donc il y a plusieurs dans des fight nights. On a le combat le meilleur combat, le combat qui a duré le plus longtemps, etc. Selon les ligues, ils ont des critères différents, mais c'est des primes. Et Crypto.com fait une prime au vote. Donc des gens votent pour donner la prime Crypto.com sur l'UFC. Moi, j'avais pas conscience de tout ça, mais quand on voit ça, c'est quand même dingue, et avec tout le respect que je voulais évidemment, mais de se dire que c'est un petit acteur français, qui grossit très vite, mais c'est un petit acteur français qui a eu l'idée, qui la met en pratique, qui a déjà 350 combattants. Enfin, je sais pas, pour le coup, mais ne sois pas gêné. On est tout aussi positivement étonnés tous les jours depuis 9 mois que l'idée a commencé à germer, que tout ça aille aussi vite. En fait, on pensait peut-être faire un premier drop, puis avec l'argent de ce drop-là, aller un petit peu plus loin, etc. Et en fait, les planètes sont alignées. Que ça soit la rencontre avec Ternoa, que ça soit la rencontre avec ses premiers fighters assez célèbres en France. Il est vrai que d'avoir eu Cyril très vite qui a bien voulu rejoindre le projet, son combat en janvier qui a été vu par 500 millions de personnes, forcément tout ça a précipité un peu les choses pour nous aussi. Et puis les équipes qui sont très très performantes et qui ont réussi à sortir des choses que j'aurais pas du tout imaginé il y a 9 mois quand on a commencé à parler du projet. Et on parlait, vous donnez aussi les moyens de vos ambitions. On en parlait précédemment. Vous êtes combien dans MetaFight, sans compter votre partenaire, sans nous compter nous le Labs? Sans compter le Labs, aujourd'hui on a 17 personnes qui travaillent au moins 2 heures par jour sur MetaFight, donc avec des gens à temps plein, temps sûrement un peu trop plein. Et on en parlera un jour. C'est ça, et des personnes qui sont en migration progressive, on va dire, parce qu'ils avaient des activités avant et qui vont nous rejoindre à temps plein, mais qui, pour des raisons de contrat, etc., sont en train d'arriver progressivement. Et puis, ce qu'on appelle des apporteurs d'affaires, qui sont des gens qui ne sont pas embauchés chez MetaFight, mais qui aiment beaucoup le projet et qui ont envie de nous aider et qui vont à droite à gauche essayer de récupérer des fighters, des sponsors, des partenariats, donc qui eux aussi viennent faire grossir cette équipe, là où on était 5 quand on a eu l'idée. Aujourd'hui, on doit avoir une trentaine de personnes qui gravitent autour de l'entité MetaFight. Ouais, vous devez être bien occupé. C'est vrai qu'un des trucs qu'on voit souvent aussi dans cet univers-là, c'est que
parmi le poste de dépense temps les plus présents, c'est d'arriver à grossir et de prendre les licences et d'arriver à avoir un peu le cœur de l'activité. Et parfois, je dis ça pas pour vous parce que j'ai encore pas vu la plateforme, mais parfois ça se fait au détriment du gameplay. On sait qu'on a des jeux qui peuvent être un peu chiants. Enfin, moi, je suis un gros joueur de SoRare, mais honnêtement, le So5, je m'y ennuie. Est-ce que ça, c'est un élément que vous avez en tête? Est-ce que vous imaginez, je sais pas, pourquoi pas en faire un vrai jeu de combat derrière? Après tout, on pourrait très bien imaginer si vous avez des licences. On a énormément d'idées sur l'avenir. En effet, si on mettait une roadmap à 2025, elle prendrait l'intégralité du studio, parce qui est petit quand même, hein, certes. Mais non, aujourd'hui, on se concentre sur MetaFight, sur le système de ligue, pour que ce soit déjà un jeu où tu as envie de revenir tous les jours. C'est le leitmotiv aujourd'hui de l'équipe, c'est on veut faire un jeu pour septembre où tout le monde viendra et tout le monde pourra venir tous les jours et trouver ça intéressant. Alors, bon, bien sûr, il faudra aimer un minimum le MMA, minimum les NFT. Si tu es passionné uniquement d'animaux, de la jungle, ça risque d'être plus compliqué de te donner envie de venir tous les jours, mais on pense vraiment avoir réussi à cocher ces cases. On travaille encore, on rajoute encore des choses, on en enlève d'autres. Le Capsule Corp Lab adore ça d'ailleurs. Je confirme. Mais voilà, c'est ça aujourd'hui l'objectif. Quand on aura passé cet objectif-là, on commencera à développer les autres, mais restons concentrés sur celui-là pour l'instant. Mais je regarde un peu d'autres projets. Il y a d'autres projets qui te semblent un peu sexy dans l'univers soit du sport et du Web3, soit plus largement du play. Alors je sais que vous êtes dans le play and earn, mais to earn, il y a des choses qui t'excitent, que tu suis avec intérêt. Bien sûr. Alors déjà, je suis tous les autres trading card games, forcément. Donc Cross the Ages en premier, parce que évidemment c'est le leader actuel de la hype, on va dire. Hein. J'ai hâte de pouvoir ouvrir mes petits packs, tu vois. On y revient toujours. Non, moi je suis énormément. J'aime beaucoup les NFT. Je bouffe du OpenSea tous les matins au réveil et tu vois, je suis vraiment aussi, je pense, je serais pas dans le Web3 professionnellement parlant, j'y serais quand même en tant que collectionneur ou en tant que voilà, et gamer par ailleurs ou pas du tout? Gamer quand j'avais du temps dans ma vie. Oui, je l'ai été plus jeune, mais j'ai vite bien aimé travailler aussi, donc rapidement le travail a pris le dessus sur cette partie gaming. Mais d'autres personnes dans la team ont réussi à garder ce temps-là et cet amour-là, et c'est aussi sur eux qu'on compte pour avoir les dernières nouveautés et faire en sorte que ça corresponde aussi à la réalité du gaming aujourd'hui, que moi j'ai peut-être un peu oublié au fur et à mesure du temps. Ouais, c'est ça, rester connecté aux aspirations de la communauté. Vous avez un Discord vous aussi très actif, je crois. Exactement. On salue ceux qui en viennent d'ailleurs, mais c'est j'imagine aussi un moyen de rester bien connecté aux attentes de vos premiers MetaFighters, quoi. On est très content. On a une communauté très active qui pose plein de questions, qui nous font plein de feedback. On dit souvent qu'on veut construire le jeu avec eux et c'est vraiment ce qui est en train de se faire. C'est pour ça aussi qu'on passe par cette partie proto-fight où on ne donne pas tout. On va avoir des retours et peut-être valider certaines idées. C'est ce qu'on se rend compte aussi. Des fois, on retourne, on a une option feedback maintenant depuis hier dans la plateforme et on a certains feedbacks qui arrivent. Ça serait bien si vous faisiez ça. Rien de plus plaisant que de voir cette feature déjà prête et de voir quelqu'un qui nous dit est-ce qu'on pourra avoir ça? Bah oui, c'est prêt, mais on va pas le mettre tout de suite. C'est toi qui fais ça sous un pseudo. C'est ça, j'aimerais bien. Tu me donnes des bonnes idées, Laurent. Bah, je peux te le faire pour toi si tu veux, Théo, avec tous les services que tu me rends. L'autre élément, par exemple, on en revient à cet aspect événementiel, c'est qu'on invite 4 participants de la communauté à Ares depuis qu'on les sponsorise, donc depuis le Ares 3. À chaque fois, on rencontre la communauté en physique grâce à ça. Et au fur et à mesure qu'on pourra se le permettre, on essaiera de faire de plus en plus d'events de ce genre-là pour encore une fois lier le réel et le digital, qui est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Tu peux en plus maintenant simplement leur donner rendez-vous dans la room. C'est ça. Alors là, maintenant, ils seront toujours en rendez-vous dans la room. On est d'accord. Je pense que j'en ai jamais vu, mais je pense que c'est sympa aussi d'être en physique. Si tu veux venir voir un jour, Laurent. Ouais, c'est gentil. Je vais les laisser quand même à la communauté, même si j'espère assez vite rejoindre la communauté. Justement, toi qui as expérimenté ces événements à la fois du côté physique et dans les salles et sur le métavers, quel regard tu portes aujourd'hui sur les expériences de métavers? Plein de choses améliorer tout ça, mais t'as retrouvé la sensation,
Moi, je pense qu'on se trompe en disant qu'on cherche aujourd'hui une expérience métaverse globale à la Ready Player One où tout le monde peut interagir avec tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, on a surtout un truc qui est très communautaire. Moi, j'aime le sport avec des gens. Le sport tout seul devant ma télé, ça m'intéresse assez peu. Par contre, pouvoir communiquer et dire t'as vu la passe, t'as vu la voiture, t'as vu le coup, c'est ça en fait que j'aime dans le sport, le partager. Et je pense que le métaverse, en tout cas sur cette partie sportive, est très intéressant pour cela, pour avoir la sensation d'être avec d'autres gens devant un spectacle. Et tu l'as vraiment cette sensation? Moi, alors c'est une vraie question, je l'ai jamais expérimenté, donc. Si on va particulièrement quand tu as le casque, il faut savoir que le moindre mouvement est aussi refait par ton personnage. Okay. Donc, si je vois un coup et que je fais ça, et ben on va voir le petit avatar faire ça. Et on entend surtout. Okay. On entend les gens. C'est pas comme au téléphone où tu forcément vas pas avoir le téléphone comme ça pendant tout le truc. Là, si quelqu'un voit un coup, il fait oh ouh, et ben on a cet écho. C'est 10 personnes qui vont avoir ce oh en même temps, et ben ça donne de l'émotion, ça donne une énergie spécifique. Et bien sûr pas aussi forte que si on est en présentiel dans la même salle, mais tout le monde n'a pas la possibilité ou la chance de pouvoir venir à Paris, à New York, à tout ça lorsqu'il dort des événements. Et je trouve qu'on a un upgrade de l'expérience qui est assez intéressant alors qu'on est qu'au balbutiement de ce que peuvent donner les métaverses plus tard. Je sais pas si des personnes dans le chat l'ont expérimenté. En tout cas, moi, le retour m'intéresse. Toi, tu l'as expérimenté, Théo? Non, pas cet événement-là. Alors, j'ai pas expérimenté le métavers, la rediffusion d'RS6 parce que j'étais pas dispo. J'aurais adoré. Mais Thomas m'a invité à RS5 en physique, en présentiel. Et je dois dire que le son, c'est ce qui m'a le plus choqué. J'ai déjà regardé du MMA à la télé, mais là, le fait d'être dans la salle, d'entendre les coups, d'entendre les les réactions des joueurs, je rejoins complètement ce que tu dis et je suis sûr on le retrouve dans le métavers. Et c'est hyper intéressant de recevoir, parce que ça fait vraiment une expérience différente que d'être devant ton poste télé et t'entends le commentateur, c'est tout. Ouais. Tu vois. Et ça m'a beaucoup plu de le voir en réel et j'espère le retrouver dans le métavers, MetaFight, sur Altspace VR. Expérience contraire, moi, quand j'étais plus jeune journaliste, on m'avait invité à aller voir du catch à Bercy. Et je connaissais le catch de mon adolescence avec les commentaires et tout ce qui créait vraiment la fièvre autour de ces combats. Et en fait, d'être à Bercy et d'entendre un combat où en fait on entend même la personne qui fait du bruit. C'était de la WWE, je crois. C'était un spectacle produit, hein. C'était pas le catch des familles. Et de pas avoir toute cette couche que crée la télé et qui vient transformer un spectacle vivant certes mais en une super production, c'est quelque chose qui m'avait manqué. Je te dis ça pas parce que je fais la comparaison, vous en doutez, je compare pas ces deux enfin ce loisir ou ce spectacle et ce sport. Simplement je me dis puisque vous avez cette arène dans un des métavers, vous pourriez envisager d'ajouter des couches encore plus folles dans l'expérience que finalement le côté NFT popcorn devant un écran. Imagine bien que si on a fait ça en 6 mois, on va pas s'arrêter là. Ouais. En effet, il y a beaucoup de choses en cours, beaucoup de choses en réflexion. Après, c'est le métaverse, même si j'aime pas le mot comme ça. En tout cas, cette scène 3D et ces différents hébergeurs de scènes 3D proposent des nouveautés tous les jours. Donc là, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait où? Et donc, on teste beaucoup de choses. On a beaucoup de choses en R&D, beaucoup de choses en développement, pour pouvoir prendre une décision en fonction des possibilités aussi et en fonction d'à quel point ça accélère en fait. Donc peut-être des idées qu'on a eues en janvier en se disant si ça un jour c'est possible, on se rend compte en février que ça l'est, donc on part là-dessus, on commence à développer de la R&D, on sait que ça existe, et puis d'autres devs trouvent une autre possibilité qui pourrait être une bonne idée aussi. Sans spoiler quoi que ce soit et sans rien annoncer parce qu'on dit pas qu'on y arrivera, mais on travaille par exemple sur la motion capture pour essayer d'avoir des combats en live où on verrait en 3D réellement les fighters bouger et être à la place de l'arbitre en fait dans la cage. Est-ce que ça sera possible? Quand est-ce que ce sera possible? On n'en sait rien parce qu'aujourd'hui les technos sont assez faibles sur ce sujet-là et surtout ça serait proposer une expérience qui serait élitiste parce que soumis à du matériel très puissant et une connexion internet très puissante. Mais ça va progresser vite, ça, le temps que vous le développez. Donc, il y a une vraie volonté chez MetaFight, c'est que ce soit accessible à tous. Okay. Bien sûr, il va y avoir des cartes très chères, mais il y aura aussi des cartes très peu chères, et on veut que le métaverse soit pareil, que ça soit pas juste pour les gens qui ont du méga matos et 1 giga de fibre à côté des centrales aux US, quoi. C'est donc le temps que certaines expériences seront pas possibles pour
tout le monde, entre guillemets, ou en tout cas accessibles, on les sortira pas et on essaiera de les peaufiner pour les rendre accessibles. D'accord. On notera qu'on n'a pas parlé de prix depuis le début, mais j'ai vu dans le chat qu'il y avait des questions sur le prix de base, mais je crois, et du coup on peut s'en affranchir. Je crois que notre femme Julia a répondu sur les prix d'entrée des packs. Cube veut des cartes très chères avec un méga matos, très bien, qui continue à vendre des beaux cubes et puis ça se passera très bien. Je regarde avec attention, mais les coups donnés en MMA, autant qu'une voiture rouge, ça m'intéresse. Ok. Donc on est sur les cartes. J'ai vu une question super intéressante il y a déjà un petit moment. Comment ça se passe le score? Parce que combattant évolue dans sa carrière. Si Cyril gagne et on ne lui souhaite pas perdre tous ses matchs à partir de maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous gérez? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse sur ça. Là, je vais répondre en point de vue MetaFight et non proto-fight pour que les joueurs soient bien conscients que ce sera le jeu de l'avenir et pas le proto qui est actuellement en ligne. Les cartes auront un score qui sera figé. Donc, tu achètes ton Cyril Gane à 97, même s'il perd tous ses combats, sa carte, peut-être dans un an ou deux, quand on ressortira une nouvelle version, sera peut-être qu'à 79 s'il perd tous ses combats. Mais la carte à 97 reste à 97. Voilà, c'est ça. On a deux raisons à ça. Je vois ton parallèle arriver, ton parallèle avec Sorar, où les niveaux changent au fur et à mesure. Aujourd'hui, les fighters ont 3 ou 4 combats par an. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour l'utilisateur d'avoir une carte qui ne va changer que 3 ou 4 fois? J'en suis pas persuadé. Et ça nécessiterait d'avoir peut-être 1000 cartes pour pouvoir jouer tous les week-ends. On en revient à cet état d'esprit élitiste où il y aura que les gens qui sont très riches, qui peuvent en acheter plein, qui pourront jouer et trouver ça intéressant. On ne voulait pas faire ça. Et c'est pour ça que les cartes sont figées au moment de les lancer. Après, par contre, il y aura quand même des impacts sur les statistiques. C'est-à-dire qu'on aura des statistiques de grappling, de striking. Alors, je parle dans des mots peut-être un peu techniques pour le MMA. Combat de voilà, les forces pieds-points, au sol, etc. Et ces statistiques-là vont changer. Elles vont changer en fonction de la réalité et en fonction de ce qui s'appellera la gym, que vous pourrez renforcer. Parce qu'en fait, ce que vous propose MetaFight, c'est d'être patron d'une gym, patron d'une salle d'entraînement et d'avoir vos combattants. Okay. Et là, je vais pas teaser beaucoup plus parce que la communauté n'a pas beaucoup plus d'infos sur ce sujet-là. Okay. Mais voilà ce que je peux te dire déjà, Théo. Dernière question dans le chat. Alors elle a disparu, non, elle est tout à haut. Blockchains. Est-ce que les combattants sont au courant du score de leur carte? Est-ce qu'ils l'ont mal pris? Est-ce que dans la négo, moi je rajoute ça, quand tu vas voir un combattant, est-ce que tu lui dis ok, en revanche, je te préviens, t'auras 52 mon pote? Alors on a la chance d'avoir plusieurs classements équivalents à TP. Okay. Voilà, qui est le plus connu étant Fight Matrix. J'ai pas les autres en tête, mais je sais que les équipes utilisent 3 classements différents, font des liens entre ces 3 classements et ensuite font valider ces classements et les expliquent à certains combattants qui pourraient avoir quelques doutes. Quand un combattant dit mais je comprends pas pourquoi, ils vont lui dire regarde, celui de devant toi c'est lui, il a fait tant de combats de plus, ces 3 classements-là le mettent devant toi, donc c'est difficile de dire qu'on te mette plus. Et pour l'instant, on n'a jamais eu aucun souci. C'est un grand classique de FIFA, les embrouilles sur... Bien sûr. C'est combien il m'a donné en accélération. Peut-être que là, il y a moyen d'objectiver un petit peu plus, effectivement, avec plus de les combats sont moins souvent aussi. Donc, c'est aussi plus facile d'avoir des classements, entre guillemets. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans cette... quelle sera la date de la prochaine vente de passes? La date de la prochaine vente de passes va arriver très, très vite. Mais je peux pas donner la date précise. Ça se tentait, moi. Ça se tentait. Très vite, c'est pas mal. Très vite, ça veut tout et rien dire. Julia qui fait la community manager en même temps, c'est parfait. C'est gentil de faire ça en live. Peut-être qu'on peut parler du giveaway. Mais un giveaway. Ah ouais, ça c'est sympa. Moi, j'aime bien les giveaways. J'ai envie de jouer en plus, mais on va enlever mon portable. Moi, j'aime toujours les giveaways. C'est l'état d'esprit Web3. On gagne des choses avant même de commencer à jouer. Donc, ce soir, en collaboration avec 20 Mint, on a 10 whitelists à vous faire gagner. Et on a 10 Protofight Pass qui donc vous permettront, si vous n'avez pas de pass MetaFight, d'accéder à Protofight dès demain. Super. Donc, quelle est la différence entre le Protofight Pass et la whitelist? Alors, toutes les personnes whitelist pourront accéder à Protofight
Mais dans, j'allais dire 14 jours, mais 13 jours exactement, les possesseurs de Protofight, ils pourront y accéder dès demain. Très bien. Par contre, la différence, c'est que les whitelists, eux, auront des avantages lors de la sortie des cartes que les possesseurs de Protofight n'auront pas forcément. Ah, les deux, on leur a... Lequel est le meilleur? Gros carton. Je vous laisse juger. Excellent. Donc ça se passe sur le Discord de 20 Mint, dans le channel général des mécas cryptophiles. Ah bon? C'est chez nous? C'est chez nous. C'est ça, je dis que c'est un partenariat. Et vous aurez 10 questions. Ce sera animé par Gauthier, que vous connaissez tous si vous êtes sur notre Discord. Vous aurez 10 questions et chaque gagnant qui est le premier à répondre à la question recevra un lot. Donc les deux premiers, les plus rapides, recevront soit une whitelist, soit un Protofight Pass. Je vais y aller, je te laisse Théo, je vais aller... Non mais c'est super, merci beaucoup. J'en profite puisque c'est le moment des cadeaux. Allez, je vous en donne un autre. On a 2 places à faire gagner pour les 24 heures du Mans. Des jolies places. Et sachez juste, pour ceux qui sont sur le Discord de 20 Mint, que c'est le lot de cette énigme à laquelle vous vous confrontez depuis maintenant quelques jours. Je crois qu'il a lancé ça, Gauthier, de sa propre initiative ce week-end parce qu'il trouvait que c'était un petit peu mou sur le Discord. Il aime bien les défis. Et alors j'avoue que moi j'ai absolument aucune chance j'ai plus de chance, je pense, de répondre aux questions maintenant que je t'ai eu en 40 minutes à portée de main pour te poser toutes les questions que j'avais en tête. J'ai plus de chances de gagner une whitelist que de répondre à l'énigme improbable de Gauthier. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes fan de bagnole, ça vaut le coup aussi de vous jeter sur le Discord. Donc je récapitule sur le Discord. 10 places en whitelist. Tout à fait. 10 Protofight Pass. Protofight Pass. Tout à fait. Et par ailleurs une énigme. Et donc, allez-y vite. La voiture rouge aux 24 heures du Mans. J'ai pas la rêve sur la voiture rouge. Je crois que c'est ce que tu as dit la semaine dernière, que tu roulais en Ferrari. Mais je roule pas en Ferrari du tout. Mais j'ai à peine le permis, les amis. Ouais, non, effectivement, j'ai pas de. Ok, si c'est ça, voilà, la voiture rouge aux 24 heures du Mans, vous avez plus de vous avez plus de chances de la voir aux 24 heures du Mans que dans mon garage. Effectivement. C'est clair. Donc, pour préciser, c'est à la fin de ce live. Donc, faites tilter Gauthier qui va, voilà, qui va passer une bonne soirée. Réveillez Gauthier et à la fin du live, il lance ça. Super. Et ouais, Pablito, c'est vrai, je me déplace à pied. C'est exact. Et un métro, c'est la chance des Parisiens. Merci Thomas. Avec grand plaisir. On te garde avec nous parce qu'on va pas te laisser partir comme ça. On va te parler de 20 Mint et comme t'es méca, je me dis que ça peut t'intéresser aussi. En effet, le sujet m'intéresse totalement. Juste pour vous faire une petite mise à jour avec Théo sur le projet qui avance bien. Vous avez dû voir sur le Discord arriver le chemin de fer du magazine. Le chemin de fer, c'est un document de travail qu'on réalise dans les journaux pour établir le déroulé du journal. Alors ce chemin de fer, il est sujet à petites modifications en fonction notamment de l'arrivée potentielle de pubs. Je vous ai dit la semaine dernière que c'était compliqué. Finalement, ça commence à s'améliorer. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des propositions diverses et variées après le live de mardi. C'était vraiment hyper touchant. Alors, on n'a pas forcément abouti sur toutes ces propositions, mais ça m'a permis de rencontrer un certain nombre de mécas, en tout cas de discuter avec un certain nombre de mécas. S'il y a des propositions auxquelles je n'ai pas répondu, relancez-moi parce que je déteste laisser les gens dans le vent. Sachez juste que ça avance et que les gens dont c'est le métier ont pris tout ça en main avec pas mal d'espoir. Donc certaines ont abouti ? Je crois qu'on en a vendu une, mais j'ai pas le nez sur les chiffres, mais je crois qu'il y en a une de vendue, qu'il y en a autant en prospection, on a encore bon espoir, on a juste Puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de se projeter sur la suite et de se dire comment on fait à la rentrée. On a envie de recommencer tout ça. On a d'autres projets, tu le sais. On a aussi envie de faire vivre ce magazine et de continuer à le faire. Au bon signe pour la suite. Donc ça, c'est au rang des bonnes nouvelles. Au rang des autres bonnes nouvelles, il y a pas mal de propositions qui ont émané de la communauté qui commencent à voir le jour. J'ai reçu une fiction écrite par Marc, qu'on va publier. Je la trouve vraiment chouette. Donc Marc, que j'ai rencontré grâce à Discord, qui nous aide aussi et nous fait une petite surprise sur la une qui devrait permettre d'avoir pas mal un petit effet, le fameux effet waouh là dont on parle. Le jour où on sort, ça rajoute un petit truc et je trouve ça génial. Tout ça venant de la communauté, c'était assez inattendu. On a Théos qui vient aussi du Discord et qui fait un dessin pleine page pour illustrer les utilités des différents NFT. J'ai pas encore vu, mais je l'ai eu sur Discord. Il m'a dit que tout avançait correctement. On a le glossaire qu'on est en train de répartir
dans toutes les pages, vous faites un boulot de malade. Juste un petit mot pour Gauthier s'il nous regarde, ou pour vous, si vous proposez parfois des définitions. Donc le glossaire, c'est ces 20 et quelques mots du Web3, de jargon finalement du Web3 qu'on va essayer d'expliquer aux gens qui vont tomber sur notre magazine et qui ne seront pas de cette communauté. Je vous rappelle qu'il y a 800 000 exemplaires, donc il y a quand même de fortes chances que les gens qui vont prendre le magazine ne soient pas au courant de ce qu'est un, je sais pas, leur génératif ou un airdrop ou ce genre de choses. Donc ça fait partie des choses que vous nous aidez à définir. Essayons juste de les faire un tout petit peu plus courtes si jamais vous avez la possibilité. C'est compliqué de faire court, mais là on s'arrache un peu, je vais pas dire les cheveux, il m'en reste pas beaucoup, mais les poils pour faire rentrer tout ça dans des pages et garder de la place pour le reste des contenus qui s'annoncent très très sympa. On a eu des accords pour des interviews, donc il y aura pas de Niel ni de Macron qui étaient deux des personnes qui figurent dans la liste, le top 20. Je n'ai pas tenté en fait, pour être honnête. Voilà, si vraiment ça vous pèse, on s'était engagé à mettre les noms de toutes ces personnes-là, donc on glissera les noms. Il y aura peut-être une énigme. Il y a pas mal de surprises qui arrivent dans ce magazine. Je salue Romain Gouloumès, le chef du service magazine, qui a pris un peu tout ça en main avec beaucoup de talent depuis le début de la semaine dernière, et ça avance super vite, donc je suis ravi. Et puis voilà, on a une page dont je voulais vous parler parce qu'elle repose sur vous. Il y aura peut-être Métafight dedans. C'est peut-être ailleurs. Différentes occasions de parler de vous. Mais on va faire une page, chez nous on a une page 20 minutes, si vous lisez 20 minutes, vous la connaissez peut-être, c'est une page avec 10 entrées très petites. Et c'est important d'avoir des entrées petites dans un magazine, ça permet de donner à lire à des gens qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans 2 pages de lecture sur un thème un peu pour lequel ils sont pas sûrs d'avoir un intérêt. Donc il faut marier les contenus courts et les contenus longs, ça fait partie de la cuisine d'un rédacteur en chef. Et du coup, dans cette page un peu iconique, on va faire une sélection de 10 projets francophones, NFT, de vos 10 projets préférés du moment. Ça va te parler aussi, Théo. Je pense que tu as des idées. Tu vas pouvoir en proposer. Ouais, on va proposer, on va vous demander de proposer votre projet NFT favori sur le Discord. On ouvre le chan. Et de voter. Il faut qu'il soit français. Ouais, alors c'est pas évident à établir. Est-ce que le projet doit avoir un porteur français, en fait, il y a de la subjectivité dans ce genre de classement, donc il va falloir il va des cheveux en NFT, Laurent. Il va falloir il va falloir juste vous expliquer pourquoi vous pensez que ce projet a sa place dans le classement. Ça peut être un projet qui a été minté. C'est quand même mieux, je trouve, si c'est un projet qui est un peu en devenir ou pour lequel on n'a pas encore vu toutes les fonctionnalités ou qui est présent. Et puis, essayons d'être le plus original possible. N'oubliez pas que ça va être lu par, pour le coup, énormément de monde, et c'est une occasion aussi de leur donner l'idée à ces gens qui connaissent pas l'univers de s'intéresser au Web3 par un bout qui n'était pas forcément celui qu'ils imaginaient. Moi, je vais en proposer un. Je l'ai dit tout à l'heure, je les connais pas du tout. J'ai pas de NFT de leurs produits, mais ça, je crois que j'ai découvert ça via Doc Marmotte. Je sais pas s'il est dans le coin, pourquoi pas. Ces vidéos. Je ne connais pas. Écoute, vidéo YouTube que je trouve très sympa. Et du coup, il a fait une présentation de Kalissa, qui est un NFT qui permet d'acheter, en fait, t'achètes une pièce de streetwear de collection, sans doute sans doute un peu cher, mais si tu l'abîmes, si tu l'attaches et que tu peux plus la porter, tu as la possibilité de la régénérer en renvoyant ton hoodie, par exemple. Si tu envoies et tu repayes une petite taxe et tu reçois ta pièce de collection régénérée, quoi. Ça te permet d'avoir toujours cette pièce hyper importante de ton vestiaire pour laquelle tu as mis un peu d'argent et de la faire durer dans le temps. Et eux, ça leur permet d'être sûr qu'ils vont pouvoir recycler les vêtements en fin de vie, qui finiront pas dans une poubelle, à pas être valorisés. Et on sait que c'est aussi des enjeux qui sont intéressants. Voilà, c'est un projet que moi je vais défendre sur le Discord. Et si vous en avez, vous en connaissez. Thomas, si tu as des projets que tu veux défendre, vas-y. Un truc sur le MMA et le NFT, si tu veux. Je t'en reparlerai peut-être. Mais moi, j'y crois pas du tout à ça. C'est vrai que c'est une bonne question. Toi qui es porteur d'un projet sur l'écosystème Web3 français, qu'est-ce que tu peux dire de cet environnement? Est-ce que beaucoup de gens disent la France est en retard, d'autres disent la France est très en avance. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Pour moi, je pense que la France est très en avance par rapport au reste de l'Europe. En tout cas, on a réussi à concentrer pas mal d'acteurs. Si on prend juste Sorare, Sandbox, Ledger,
On a quand même parmi les plus grosses boîtes du Web3 qui sont en France, qui sont à Paris, et même si on prend ces 3-là, qui sont dans le 2e. Alors on arrive quand même dans un truc assez ready. Donc bien sûr qu'ils ont des bureaux ailleurs, partout dans le monde, etc. Mais je pense que oui, non, la France peut être un vrai foyer des premiers projets Web3 majeurs européens. Quand on voit Cross the Ages arriver, quand on voit la construction de la blockchain Terre Noire, et quand on voit surtout tous les petits projets à droite, à gauche, comme celui que tu cites, mais comme beaucoup d'autres, on a un coup à jouer. Faut juste pas se foirer une nouvelle fois, si je puis dire. Ouais, c'est vrai qu'on a le sentier. Une habitude à être en avance à la sortie des choses et à un peu freiner et se faire dépasser derrière. Je sais pas si vous êtes dans le Silicon Sentier, non? C'est un peu finesse. J'ai entendu parler de ce truc-là aussi. Oui, nous aussi, on est dans le 2e par pur hasard, mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de monde dans cet arrondissement-là. Mais plus globalement en France, on a vraiment on est un très beau vivier pour le Web3. En tout cas, de mon avis, pour répondre à ta question. C'est chouette. Encourageant. Ouais. Pour quelqu'un qui a les diplômes pour bosser là-dedans, c'est pas mal, non? Moi, je regarde ça de loin, mais en tout cas, je suis ravi de voir que vous étiez aussi nombreux pour nous écouter aujourd'hui. C'est top, ça fait super plaisir. Tout autant. Si vous avez des questions sur 20 minutes, n'hésitez pas. Ouais, sur MetaFight. Ou sur MetaFight. Sur l'énigme de Gauthier, on pourra pas vous donner beaucoup d'aide. J'ai vu qu'il y avait des gens qui commençaient à avoir des crampes aux doigts parce qu'ils voulaient faire des captures d'écran de Hélène est diabolique. Elle vous laisse l'image quelques secondes, je crois, et du coup c'était les instructions. En fait, Gauthier est diabolique. Voilà. Et moi non plus. J'espère que quelqu'un trouvera la solution. J'espère aussi on aura encore plein de propositions sur le Discord. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans une salle de MMA room. Ouais. On met dans le métaverse, par exemple. Voilà, j'espère plein de choses. Plein de choses ensemble. Tu reviendras nous expliquer un petit peu comment ça avance. T'es pas loin, t'es dans le 2e. C'est ça, j'ai un petit 20 minutes de métro, je pense que... 20 minutes. Et ouais, si on le fait pas, c'est un manque d'effort. Bon, super, donc on se fait une petite update. Théo, toi, t'es pas beaucoup plus loin? 30 minutes. 30 minutes, bon, tu nous fais l'amitié de... Avec plaisir, si tu m'invites, Laurent. Eh bien, c'est génial, je vous dis pas qu'il sera là la semaine prochaine, parce que j'ai pas eu la confirmation, donc je veux pas m'avancer. On s'attendait à une super surprise, mais en fait, non. C'est Michelle Obama. Voilà. Et je serais très content, mais j'attends juste d'avoir la confirmation pour ne pas avoir à faire de fausses annonces. Le prochain AMA de qui nous demande et là il y a rien, c'était moins bien. Le prochain AMA de quoi, de MetaFight, je sais pas. Vous faites Nous, MetaFight, il devrait arriver après une semaine des passes bronze, quand les whitelists arrivent, donc dans une quinzaine de jours, 3 semaines. C'est pas les mardis soirs, rassure-moi. Maintenant, on ne sait plus. Et le nôtre, c'est tous les mardis soirs, donc venez nombreux à nous poser des questions si vous en avez. Plein de personnes qui nous ont proposé de venir pendant l'émission, des gens de... C'est vrai que on n'a pas trop... Ça chauffe, hein. Ah ouais. Voilà, vous savez pas ce à quoi vous échappez en n'étant pas dans le studio, mais il fait vite très chaud. Mais en tout cas, oui, bien sûr, on va essayer de recevoir un maximum de projets portés par des gens qui portent le nôtre aussi, donc avec plaisir, on aura le temps. Il y a pas mal de mardis qui nous... On n'a pas encore d'invités, donc on va caler tout ça. Merci encore à toute l'équipe. Merci à Hélène pour ton super boulot. Pour la petite histoire, c'était la première fois qu'Hélène lisait et modérait toute seule l'émission et t'as assuré. On n'a même pas eu de problème de son, j'ai l'impression. Incroyable. Alors là, bravo. Vous êtes même félicité, tu vois, le son bien mieux que mardi dernier. Ah bah génial. Et merci d'être revenu du coup malgré le son à Reza. C'est vraiment sympa parce qu'il paraît que c'était hardcore. Comme la dernière fois, on va diffuser la vidéo sur la newsletter de vendredi. Et puis voilà. Merci beaucoup pour l'accueil, messieurs. Et puis à la prochaine fois, avec grand plaisir. Salut à tous. Merci Thomas. Merci Théo. À la prochaine. Ciao.